Alors moi j'ai pas mal de fonctions. Je suis doyen maintenant de la fac de médecine. Ah, vous me parlez pas des bisous qui ont fait n'importe quoi, s'il vous plaît. Euh, et euh, et j'étais responsable du centre de simu pendant quelques années. Et juste, on va peut-être, c'est assez exemplaire ce qu'ils ont fait quand même. On a vu ce qui est assez exemplaire, mais je voudrais juste qu'on revienne un peu à des choses qui sont un peu plus pas habituel, mais on va dire dans une échelle habituelle. Vous travaillez dans une clinique, s'inspirer de faits réels. Alors, n'y voyez, je sais que je suis enregistré, n'y voyez aucune allusion à des événements qui sont dans la presse aujourd'hui. Une patiente de 25 ans, Azin, que vous venez d'endormir à 8 heures pour une hernie discale, a fait un arrêt cardiaque, non prévu, réfractaire après l'induction. Et en fait, bon, vous pouvez le mettre enfin n'importe quelle chirurgie. Malgré une heure de réanimation intensive, la patiente est déclarée morte à 9h15. Qu'est-ce que vous faites? Alors, première, est-ce que vous arrêtez le programme? Qui arrête le programme? Pas tout le monde. Moi, j'arrête le programme et on en parlera. Est-ce que vous mettez un certificat médical avec un obstacle médico-légal? Qui fait ça? Ouais. Eh bien, il faut mettre un obstacle médico-légal. Est-ce que vous débriefez à chaud l'événement avec l'équipe? Qui fait ça? Ouais, pas mal. Moi, je débriefe pas à chaud l'événement avec l'équipe, on va en parler. Est-ce que vous débriefez le lendemain? Ouais, plutôt, on va en parler. Et est-ce que vous faites une RMM dans une semaine? Qui fait ça? Ouais, moi, je la fais dans un mois et demi, 2 mois. On va en parler. Donc, je vous propose qu'on discute de tout ça et qu'on voit un peu comment ça se passe. De quoi parle-t-on en fait? On parle en fait de plein de choses. Des briefings de terrain. Ah voilà, je sais pas, par exemple, je vais endormir un papy, 90 ans. Hier au bloc, on a endormi 92 ans, chirurgien intracrânien. On a fait un briefing et un débriefing. Tout s'est bien passé. On a fait un débriefing après le bloc opératoire avec l'équipe chirurgicale. On avait dit qu'on ferait ça, est-ce qu'on l'a fait? Ça peut s'appeler aussi, dans la littérature anglo-saxonne, debriefing in clinical practice ou post-event debriefing. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose et qu'on le débriefe. Ou critical incident debriefing, c'est-à-dire qu'il s'est passé un événement critique et il faut le débriefer. Bien sûr, on l'a vu avec le topo précédent qui était vraiment très très intéressant, il y a forcément une charge émotionnelle. Hein, c'est évident. 25 ans qui meurt au bloc opératoire, c'est pas prévu, une charge émotionnelle. Quand il se passe ça, il y a une charge émotionnelle aussi. Voilà. Ça arrive. Moi, je travaille dans un trauma center de niveau 1, Olivier Johannes-Boyer aussi. Ça arrive. Un week-end sur deux, c'est le bazar comme ça au déchocage. Euh, Peut-être pas comme ça, mais enfin bon, ça arrive régulièrement. Et des situations critiques, on en a très souvent en fait. On en a très souvent. Quand on travaille dans des réanimations ou des chocages, on en a souvent. Un peu moins souvent en bloc opératoire, ça dépend de l'activité qu'on a, mais on en a quand même. Alors le problème, on a un problème, c'est qu'il faut travailler en équipe. Donc ça, c'est l'équipe voilà, sur Internet. C'est parfois souvent comme ça quand même les équipes. C'est-à-dire que bon, on travaille ensemble. Il y en a avec qui ça se passe bien, il y en a avec qui quand même c'est un peu plus compliqué. Et ben, on sait très bien que quand c'est un peu plus compliqué, les événements, les ennuis arrivent un peu plus souvent aussi. Et donc en fait, il va quand même falloir qu'on discute avec les gens. C'est pas forcément nos copains. On n'irait pas forcément boire une bière avec eux le soir, mais il va quand même falloir qu'on débriefe cet événement. Et il va falloir qu'on trouve un moyen de communiquer. Parce que la solution de on rentre tous chez soi et tout va bien n'est pas une option. On va voir pourquoi. Alors, je suis désolé, j'ai pas trouvé d'image de l'USAP. Je crois que sur mon ordinateur, il y a un filtre qui empêche de télécharger les images de l'USAP. Mais en fait, on sait bien qu'en fait, on est tous dépendants les uns des autres. Et c'est la définition d'une équipe. C'est-à-dire, on est désolé, on ne peut pas travailler contre le chirurgien. Le chirurgien ne peut pas travailler contre les anesthésistes. C'est pas possible. Si on veut faire du bon boulot, ça a bien été montré pendant, il va falloir qu'on travaille ensemble. Et qu'on travaille ensemble, y compris sur les événements qui ne sont pas passés comme on aurait souhaité qu'ils se passent. Et même les événements avec des charges émotionnelles extrêmement intenses, qui vont réactiver des conflits anciens, des rancœurs. Vous imaginez bien tout ce qui peut ressortir. Voilà. Alors c'est quoi le debriefing? C'est un concept assez flou. Voilà, ça, on se met autour d'une table, on discute, il y a quelqu'un qui prend des notes. Ça, voilà, c'est inspiré de la simulation, c'est pas pour rien parce que moi j'ai fait de la simulation pendant des années. Il y a le modèle de l'aviation, de l'armée qui est utilisé. La question, c'est de quoi parle-t-on?
en fait? De quoi parle-t-on dans ces débriefings? Voilà. Quel objectif? Pourquoi faire un débriefing? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, en fait? C'est quoi l'avis des anesthésistes réanimateurs sur le débriefing? On avait fait une enquête il y a quelques années avec un interne qui s'appelait Thibaut Fayon. On avait fait débriefing après événement critique. Quelles sont les pratiques et les souhaits des personnels d'anesthésie et réanimation? On avait interrogé quasiment 400 personnes. On l'a pas publié encore, mais ça m'a fait penser qu'il fallait. Ça fait partie des articles que je dois publier. Il est écrit jusqu'au s'occupe des étapes finales. Il y a des médecins anesthésistes, des PH, des infirmières anesthésistes, des aides-soignants. Ça concernait les personnels du bloc opératoire et de la réanimation. Ils avaient une expérience à Toulouse, Limoges, Bordeaux. Il y avait des gens de chez toi, Olivier. Alors les gens, ils étaient contents du débriefing, mais enfin, ils n'étaient pas super contents quand même. Hein. Ils étaient, voilà, vous voyez, 5, 6, 7 sur 9. C'est pas très très bien hein, quand vous allez chez votre garagiste et que vous remplissez ça. Ils sont pas très contents, le garagiste, échelle de satisfaction comme ça. Hein. Ils préfèrent avoir 7, 8, 9. Hein. Donc, ils étaient contents, mais pas très très contents. En fait, 48% des répondants n'avaient pas d'expérience sur le débriefing. En fait, ils n'avaient jamais eu de débriefing. On n'avait jamais fait de débriefing avec eux. Et ça, je pense que c'est la réalité. En fait, je pense qu'en fait, on fait très peu de débriefing dans notre pratique quotidienne. S'ils avaient eu un débriefing, ils l'avaient eu très souvent dans les 2 jours qui suivaient, et ça avait duré moins d'1 heure. Le débriefing des émotions, vous savez, voilà, ce que tu. Et bien en fait, ça, c'était jugé inapproprié par un tiers des répondants. Un tiers des répondants ne voulaient pas qu'on discute de leurs émotions. Et ça, c'est important parce que vous allez voir qu'en fait, les cellules d'aide médico-psychologique, là, elles sont probablement pertinentes sur les grands événements, mais sur les événements du bloc opératoire, à voir, je ne suis pas certain. Qui doit mener le débriefing? 55%, enfin plus de la moitié des gens, ils souhaitaient que ce soit une personne qui n'appartienne pas à l'équipe qui mène le débriefing. Très souvent, en fait, quand on fait un débriefing, il y a quelqu'un qui est un leader dans l'équipe, qui a éventuellement participé et qui mène le débriefing. Les gens souhaiteraient que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Et bien sûr, il faudrait que le leader ait une expérience en débriefing. Qui a ici été formé au débriefing? Voilà, donc c'est un peu embêtant quand même parce que j'ai passé mon temps, il y a Marion qui a été formée aussi, j'ai passé mon temps à vous dire qu'il faut faire un débriefing, vous n'êtes pas formé. Alors, je vais essayer de donner quelques petites recettes quand même. Hein. Alors, bien sûr, 100% ils veulent qu'on fasse des débriefings, et en fait, ils veulent qu'on fasse des débriefings, par exemple, quand il y a une tension dans l'équipe. Moi, ça arrive très souvent. Hein. Mais ça, c'est pas un facteur. Moi, j'aime bien qu'il y ait la tension dans l'équipe. C'est pas un problème qu'il y ait une tension dans l'équipe. C'est insupportable, une équipe toute molle, où tout le monde s'entend très bien, les bisounours, où on travaille pas bien. C'est pas bien. C'est parfois un facteur de qualité qu'il y ait tension dans l'équipe. Hein. Il faut le gérer. Si quelqu'un le souhaite, bien sûr, ou quand la performance de l'équipe avait été jugée insuffisante. Voilà. Et quand est-ce que les gens souhaitaient faire le débriefing? Très souvent, c'était à J1 et que ça doit durer moins d'1 heure. La dernière fois qu'on a fait un débriefing, il y a eu une enfant qui est morte au bloc opératoire d'une chirurgie intracrânienne. On a fait le débriefing le lendemain et ça a duré 2h30. Au bout d'1h30, j'ai fait on arrête. Et en fait, c'était impossible d'arrêter, il a fallu qu'on continue. Donc si les gens veulent que ça continue, il faut que ça continue. Mais voilà, c'était assez compliqué à gérer, mais il a fallu le faire. Alors pourquoi débriefer? Il y a 2 choses. Il y a des choses qu'on apprend en fait par l'expérience et par le débriefing. Vous ne pouvez pas apprendre à faire du vélo en regardant une vidéo YouTube. On n'arrive pas, c'est pas possible. C'est pareil pour jouer du piano. Ce matin, M. Ritz, il était là. M. Ritz, c'est un grand musicien. En fait, on ne peut pas apprendre à faire du piano. Il faut faire les choses. Il faut faire les choses, il faut faire des erreurs. Il faut avoir un petit débriefing ou une rétroaction et progresser. Et quand on parle de faire du vélo avec un vélo à petits trous, c'est pas pareil de faire du vélo en compétition. Si vous travaillez dans une équipe experte, vous avez un niveau de débriefing qui va être différent que si vous apprenez à faire du vélo. Et c'est pareil pour le piano. En fait, le niveau de débriefing, il est bien entendu en corrélation avec la performance attendue. Et donc, c'est pas un problème de parler de performance. C'est un gros mot dans notre métier de parler de performance. Ce n'est pas un problème. En fait, on est dans des équipes qui ont la performance tous les jours devant elles. Et donc, il faut qu'on arrive à parler de ça. C'est quoi les indicateurs de performance? Il y a 10 ans, c'était un gros mot. Maintenant, on parle de performance d'équipe. On parle de dysfonctionnement, comme ça. Et en fait, c'est quoi un débriefing? C'est pas un jugement. Ce qu'on voudrait pas, c'est que dans le débriefing, on dise, ou quand on évalue quelqu'un, il est intelligent, il n'est pas intelligent. Il est consciencieux ou il est paresseux. C'était bien ou pas bien. Par exemple, quand on fait un débriefing et qu'on voit quelqu'un qui dit bien ou pas bien, on l'arrête tout de suite et on dit non, on ne va pas aller sur ce terrain-là.
on se focalise sur la démarche et le travail. Et vous allez voir, en fait, qu'est-ce qu'on voudrait que... On travaille sur les erreurs, bien entendu, on travaille sur les erreurs. Hein. Les erreurs, quand on se casse la figure en vélo, on fait une erreur, votre papa ou votre maman, il vous dit, tu devrais aller plus vite, tu casseras moins la figure, vous allez plus vite, vous cassez moins la figure, vous avez appris de votre erreur. Et quelqu'un raccourcit votre apprentissage en vous disant, je te conseille de pédaler, ça t'ira un peu plus vite. Donc l'erreur est considérée comme une source d'apprentissage. Mais attention à ne se focaliser que sur l'erreur. Les apprentissages qui ne sont focalisés que sur l'erreur, en fait, finissent par être un peu stériles. On apprend de ses erreurs, on apprend de ses succès, et on apprend aussi d'autres choses dont on va parler, et c'est, je pense, que ce qu'il faut se concentrer sur le débriefing. Alors le débriefing en simulation, on connaît tout ça. La simulation, c'est très particulier. On crée une situation avec des attendus d'apprentissage, des objectifs pédagogiques, on débrief, on veut que les gens soient dans ce qu'on appelle une posture réflexive, c'est un grand concept de pédagogie. On travaille sur les facteurs humains, sur le travail en équipe, la communication, le leadership, tout ça, les compétences et performances. Ça, c'est un truc. Il y a un autre truc, c'est le débriefing type cellule de crise. Hein, vous avez vu, c'est-à-dire on va débriefer les émotions, un peu cellule d'urgence médico-psychologique. L'objectif étant de diminuer ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique, centré sur le vécu, les émotions, et en fait, on débriefe les émotions. Dans la pratique quotidienne du bloc opératoire ou de l'AREA, en fait, il n'y a pas de preuve que de faire ça, ça serve à quelque chose. Attendez, je ne dis pas que ça sert à rien. Je vous dis que l'efficacité est pas évidente. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Si des gens vous le demandent, un débriefing psychologique, probablement il faut le faire. Mais est-ce qu'il faut le faire systématiquement? Il y a des papiers même qui suggèrent que de faire systématiquement un débriefing psychologique après un événement indésirable grave au bloc favorise la survenue de stress post-traumatique. Et donc, voilà, c'est une vraie question. On n'a pas la réponse pour l'instant. C'est un contexte complètement différent des grandes situations sanitaires exceptionnelles dans lesquelles le SAMU a sa cellule et avec les experts. Moi, je ne suis pas certain qu'il faille absolument forcer les choses sur ce côté-là. Et puis, il y a une partie des gens qui ne veulent pas parler de leurs émotions. Hein. Il y a une partie des gens, vos collègues, ils n'ont pas envie de mettre les émotions devant tout le monde comme ça. Hein. C'est des collègues, mais ce n'est pas forcément des gens qui vont verbaliser tout ça devant tout le monde. Par contre, il y a un truc qu'il faut faire, ça s'appelle le diffusing. Le diffusing, c'est des micro-débriefings. C'est par exemple, vous demandez aux gens comment ils vont. Vous avez eu un arrêt cardiaque, là. Avant qu'ils rentrent chez eux, vous demandez à votre collègue comment ça va. Et si elle vous dit ça va aller, je peux rentrer. Si elle vous dit ça va pas, là, il faut pas la laisser toute seule. Ou il faut pas le laisser tout seul. D'accord? C'est juste dire aux gens, appelle-moi si ça va pas ce soir, des trucs comme ça. Voilà en fait une petite... Et ça, c'est l'écoute active et bienveillante. Et ça a été montré, c'est très demandé par les gens, et ça a été montré comme étant très efficace. Et donc, vous ne renvoyez pas quelqu'un chez lui le soir, après un événement grave au bloc opératoire, comme par exemple la mort d'un patient, sans avoir pris ne serait-ce que 2-3 minutes pour discuter avec lui de comment ça va. D'accord? Vous allez voir, c'est très variable. Il y a des gens qui vont s'effondrer, et parfois, c'est même des gens qui n'ont même pas participé à la gestion de la crise. Dans le cas de la gamine qui était morte au bloc opératoire, c'était les aides-soignants qui étaient en détresse psychologique alors qu'ils n'avaient même pas participé à la réanimation de la petite au bloc opératoire. Et en fait, il y a des choses à faire quand même. Donc il faut se former, et ça s'appelle le premier recours émotionnel. En fait, il y a beaucoup de littérature dessus aujourd'hui. Tout personnel de santé devrait être formé à des petits outils comme ça de premier recours émotionnel. Comment on est capable de débriefer quelqu'un où on voit que ça va pas sur le plan psychologique. Et ça, j'ai 2-3 trucs. Hein. Juste demander comment ça va et explorer pourquoi ça va pas. C'est-à-dire, tu te sens bien, enfin comment ça va, et après elle va vous dire ça va pas, et après est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça va pas. Et rien que ça, en fait, ça permet de diminuer. Il y a ce qu'on appelle la seconde victime, probablement vous connaissez ça. Hein. La seconde victime, c'est les soignants, en fait, qui partent chez eux avec des conséquences sur leur santé mentale de l'événement indésirable grave, du décès d'un enfant. Voilà, on a bien vu, Jonathan, on a bien vu que il a des émotions qui restent très fortes dans ce qu'il a vécu, et c'est normal. On est des gens engagés dans notre métier. On est des êtres humains. Et donc, il y a des dispositifs. Si ça vous intéresse, il y a l'IUCT, l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, qui a fait des vidéos super, qui a un vrai dispositif en fait de mise en place de ça, de prise en charge des secondes victimes. Il y a aussi la SFAR qui a notre mère à tous, qui a fait un dispositif soignant pour les... Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, réaliser un débriefing, verbaliser, choses comme ça. Comment faire un débriefing? Alors, deux petits trucs. La première truc, c'est
il faut que les gens soient en sécurité psychologique. Il faut que les gens soient capables de parler. S'ils ne sont pas capables de parler, ça ne sert à rien de faire un débriefing. Donc, sécurité psychologique, c'est juste vérifier que les gens, ils vont à peu près bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop tôt. Il faut partir du principe que les gens, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient pendant l'incident. D'accord? Ça, c'est un grand principe. Si d'emblée vous partez, de toute façon, lui, c'est une feignasse, il fait jamais rien, et c'est normal qu'il n'ait pas. Ça va pas marcher. Donc, tout le monde a participé en ayant la volonté de faire pour le mieux. Il faut partager la vision des événements et des objectifs. C'est-à-dire, on est là pour discuter de ce qui s'est passé hier, et par exemple, on voudrait qu'on discute de la prise en charge médicale ou de l'organisation de l'équipe. Voilà. Après, il y a des structures de débriefing. Des structures, c'est comment les gens organisent la prise de parole ou Il y a plein de modèles. Par exemple, il y a le débriefing avec un bon jugement ou sans jugement. Il y a plein de modèles. Je ne vais pas les énumérer, mais il y en a plein. Je vais en donner un à la fin pour que vous puissiez quand même le faire. Puis après, il y a les techniques de communication. Ça, c'est de la technique pure. Puis après, il y a des techniques d'analyse complémentaires ou d'examen. Ça veut dire qu'il faut être formé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu de formation, c'est compliqué de gérer un débriefing. Les questions clés que vous devez poser dans un débriefing. Qu'est-ce que je fais moi? Si vous devez faire un débriefing, qu'est-ce que je vais faire? La première chose, c'est je vais commencer par demander aux gens comment ils se sentent. Voilà, ça c'est, je vais m'assurer de la sécurité. Comment vous vous sentez? La plupart des gens, ils vont vous dire c'est dur, mais ça va. Voilà, on partage le fait que ce soit dur. La deuxième chose, c'est de bien clarifier sur qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a eu hier au bloc opératoire? Parce qu'en fait, vous l'avez tous déjà, il y a des choses qui se passent, des choses qui se disent, qui sont complètement fausses. Il faut clarifier la situation. Et en fait, il faut clarifier les choses. Une des choses très importantes, c'est par exemple, rappeler pourquoi on a décidé d'opérer ce patient. D'accord? Qu'on n'a pas fait n'importe quoi. On a mis ce patient en bloc opératoire parce qu'il avait des indications. Et donc, bien sûr, c'est avec tout le monde, ceux qui ont décidé. Il faut clarifier les choses. Il faut expliquer. C'est un choc anaphylactique. C'est, je sais pas, moi, il faut clarifier les choses. On a demandé une autopsie. Comme ça, on aura... Vous voyez, il faut vraiment expliquer les choses parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent dans ces cas-là et les gens, en fait, ne comprennent pas la situation. Et après, donc ça, c'est la phase descriptive. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis après, il y a la phase d'analyse. Pourquoi c'est arrivé? Hein, c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, pourquoi c'est arrivé? Et ça, c'est un débriefing de base. Et la dernière étape, c'est qu'est-ce que vous feriez différemment? Voilà. C'est 4 étapes d'une rétroaction d'un débriefing qui marche très bien, très simple. Comment vous vous sentez? On clarifie les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est arrivé? Et comment on ferait différemment la prochaine fois? Ok, donc il y a des tons. Bon, voilà, je vais aller vite parce que il faut avoir une atmosphère propice à la discussion, c'est très important. Et alors, plutôt que vos erreurs m'intéressent, moi je dirais que c'est plutôt en fait dans la discussion, les gens ont fait des erreurs là, même les gens peuvent avoir très bien fait, mais ils peuvent avoir eu du mal à faire les choses. Et ce qui est intéressant, c'est quelles difficultés vous avez eu à faire les choses. C'est les difficultés qui sont intéressantes à discuter. Les gens, parfois, ils ont fait une réanimation exemplaire, ils ont fait tout comme les standards, mais ils ont eu beaucoup de mal à le faire. Et ça, c'est très intéressant à en discuter. Et donc, vous discutez des difficultés des gens plus que des erreurs qu'ils ont faites. Voilà. Pourquoi ils ont eu du mal à injecter l'adrénaline en moins de 5 minutes. Voilà. Ça, c'est intéressant et c'est dans le débriefing, c'est très... En pratique, et pour finir, ce qu'il faut faire, c'est 3 choses. Il faut faire un diffusing, c'est-à-dire un débriefing émotionnel, mais rapide, vous voyez, dans les heures qui suivent l'événement, avant que les gens rentrent chez eux. On peut avoir un dispositif d'aide qui est proposé. Il faut faire un débriefing structuré. Structuré, ça veut dire avec quelqu'un qui sait faire un débriefing. Dans les 24-48 heures, organisé par une personne formée, structuré, description, analyse. 1 heure maximum, clarifier la situation, les actions, ne pas laisser d'incompréhension. Ok? Ça, c'est hyper important. Et la RMM à distance, au moins 1 mois et demi, le temps d'avoir récupéré tous les éléments, une analyse en profondeur avec une méthode, la méthode d'alarme, celle que vous voulez. Le débriefing, c'est pas une RMM à l'avance. Hein. Le débriefing, c'est juste clarifier la situation, expliquer ce qui s'est passé, c'est-à-dire vraiment mettre un mot sur les événements qui se sont passés pour qu'on ait une vision commune de ce qui s'est passé et éviter les rumeurs ou les incompréhensions. Ça, c'est très important. Voilà, je vous remercie de votre attention.